Mai 1945. L'armée allemande cessa d'exister. En moins de 2 semaines, plus de 3000 généraux et officiers supérieurs disparurent de la carte militaire. Certains furent capturés, d'autres se suicidèrent, et des centaines se volatilisèrent simplement dans les ruines du Reich. Aucune autre nation n'avait jamais perdu ainsi la totalité de sa structure de commandement. Alors que les Alliés occupèrent l'Allemagne, une autre opération commença pour localiser, identifier et juger les responsables. Prison de fortune, interrogatoire, liste de fugitifs, ordre d'exécution. Mais le chaos de la capitulation, les filières d'évasion et la nouvelle guerre du renseignement créèrent un vide qui permit à beaucoup d'échapper à la justice. Où sont passés les généraux du Troisième Reich? Qui décida qui serait puni, réutilisé ou oublié? Que reste-t-il du commandement quand la guerre et ses hommes ont disparu? L'effondrement. Les derniers jours du Reich. Entre avril et mai 1945, le Troisième Reich cessa d'exister en tant que structure politique et militaire cohérente. L'offensive soviétique contre Berlin, lancée le 16 avril avec l'opération Berlin, marqua le point culminant de la désintégration de l'État allemand. Le haut commandement de la Wehrmacht avait perdu sa capacité à coordonner les opérations après que les communications entre les fronts eurent été coupées. Les 1e et 9e armées restèrent isolées à l'est de l'Oder, et la ligne de défense connue sous le nom de hauteur de Silo fut franchie en moins d'1 semaine. Les ordres de résistance émanant du bunker de la chancellerie manquèrent de tout fondement logistique. Des unités entières combattirent sans carburant, sans munitions, et avec des commandements intermédiaires inexistants. À la mi-avril, l'autorité effective s'était fragmentée en de multiples centres de pouvoir. Au nord, le maréchal Ernst Busch tenta de réorganiser les restes du groupe d'armées nord, tandis qu'au sud, Ferdinand Schörner maintenait une discipline de fer parmi les forces du groupe d'armées centre stationnées en Tchécoslovaquie. À l'ouest, les forces de Walter Model, acculées dans la Ruhr, capitulèrent entre le 15 et le 18 avril. Model se suicida le 21 pour éviter la capture. Pendant ce temps, les troupes anglo-américaines franchirent l'Elbe et avancèrent vers le cœur du Reich. À Berlin, la structure de commandement s'était réduite à un cercle fermé autour d'Adolf Hitler. Wilhelm Keitel et Alfred Jodl, les plus hauts responsables opérationnels, continuèrent d'émettre des ordres depuis leur quartier général à Plön, tandis que le général Hans Krebs coordonnait les communications avec le bunker. Le 20 avril, le 56e anniversaire d'Hitler, marqua le dernier acte cérémoniel du régime. Une brève revue d'un groupe de jeunes hitlériens dans les jardins de la chancellerie. À partir de cette date, la résistance ne fut plus que symbolique. Le 22 avril, Hitler reconnut pour la première fois devant son entourage que la guerre était perdue. Lors de la conférence militaire de ce jour-là, un échange violent éclata avec ses officiers. Joseph Goebbels, Wilhelm Burgdorf et Martin Bormann furent témoins de la scène. Hitler annonça sa décision de rester à Berlin et d'y mourir. Hermann Göring, depuis le Berghof, interpréta cette déclaration comme une abdication et envoya un télégramme offrant d'assumer la direction du Reich, ce qui entraîna sa destitution et son arrestation. Peu après, Heinrich Himmler tenta de négocier secrètement avec les Alliés par l'intermédiaire du comte Folke Bernadotte en Suède. Fin avril, l'encerclement de Berlin par les Soviétiques était total. Le 30 avril, Hitler se suicida en compagnie d'Eva Braun dans le bunker. Son corps fut incinéré dans les jardins de la chancellerie. Le lendemain, l'amiral Karl Dönitz, désigné successeur dans un testament rédigé par Hitler, assuma la direction de l'État avec un quartier général provisoire à Flensburg, près de la frontière danoise. Le gouvernement dit de Flensburg comprenait Keitel, Jodl, Lutz Schwerin von Krosigk et d'autres hauts fonctionnaires. Leur objectif était d'organiser une reddition partielle aux alliés occidentaux, évitant la capture par l'armée rouge. Durant les premiers jours de mai, la situation militaire allemande était intenable. Les forces du Nord capitulèrent au Danemark, aux Pays-Bas et dans le nord-ouest de l'Allemagne entre le 4 et le 5 mai. En Italie, les troupes allemandes capitulèrent le 2 mai devant le général américain Mark Clark à la suite de négociations à Caserta.
Sur le front de l'Est, cependant, la résistance se poursuivit sporadiquement, surtout en Bohême et en Moravie, où Schörner tenta d'ouvrir un corridor pour se rendre aux forces américaines. La reddition officielle du Troisième Reich se fit en 2 temps. Le 7 mai 1945, le général Alfred Jodl signa l'acte de capitulation sans condition à Reims devant le général Walter Bedell Smith représentant les forces alliées et le général soviétique Ivan Sousloparov. Cependant, Staline exigea une seconde signature à Berlin sous supervision directe soviétique. Le 8 mai, au quartier général de Karlshorst, le maréchal Wilhelm Keitel signa le document définitif devant Gueorgui Djoukov. Cette date est reconnue comme la fin officielle de la guerre en Europe. La chute du Reich n'impliqua pas une transition ordonnée. Sur le territoire allemand, des millions de soldats et de civils furent capturés, déplacés ou exécutés en représailles. Les archives de l'OKW, ordre de bataille, liste de personnel, registre logistique, furent saisis par les Alliés. En parallèle, la classification des prisonniers de guerre commença en fonction de leur grade et de leur possible implication dans des crimes. Les généraux furent séparés en groupes spéciaux et transférés vers des centres d'interrogatoire à Mondorf-les-Bains, Bad Mondorf, puis plus tard à Nuremberg et Londres. Les dernières semaines du Reich furent marquées par des épisodes d'effondrement institutionnel. Les communications militaires s'effondrèrent. Des divisions agirent sans contact avec le commandement central. Dans de nombreuses zones, la chaîne de commandement se dissout spontanément. En Bavière et en Autriche, certains officiers organisèrent des redditions locales pour éviter une destruction totale. À Prague, la résistance tchèque se souleva le 5 mai, précipitant des affrontements avec les unités allemandes encore présentes. La ville fut libérée par l'armée rouge le 9 mai, le jour même où Schörner abandonna ses troupes et s'enfuit par avion en Autriche. Les rapports du renseignement allié enregistrèrent un chiffre approximatif de 3,5 millions de soldats allemands capturés entre le 8 et le 15 mai 1945. Parmi eux, près de 2 millions furent faits prisonniers par l'armée rouge, 1,3 million par les forces américaines et britanniques, et environ 200 000 par les forces françaises. Les conditions variaient. Les prisonniers capturés par les soviétiques furent transférés vers des camps en Ukraine, Biélorussie et Sibérie. Beaucoup n'en revinrent pas avant le milieu des années 1950. Dans les jours suivant la capitulation, les opérations militaires furent remplacées par des tâches de désarmement et d'enregistrement. Les commandants locaux remirent armes, véhicules et documents aux autorités alliées. À Berlin, les soviétiques établirent leur quartier général à Karlshorst et commencèrent les premiers interrogatoires des officiers capturés. À Flensburg, le gouvernement provisoire de Dönitz fonctionna à peine 3 semaines. Le 23 mai, les forces britanniques arrêtèrent tous ses membres, mettant fin à la dernière structure formelle du Troisième Reich. L'effondrement du système militaire allemand se refléta aussi dans l'ampleur des pertes. Selon les calculs du haut commandement de la Wehrmacht, entre janvier et mai 1945, plus d'1,2 million de soldats allemands périrent. Les pertes matérielles incluaient 12 000 chars, 8 000 avions et la quasi-totalité des infrastructures ferroviaires du pays. Le nombre de civils déplacés dépassa les 10 millions, surtout en Prusse orientale et en Silésie. Parmi le haut commandement, la désintégration eut des conséquences immédiates. Des 127 généraux actifs en avril 1945, près de 30 moururent au combat ou se suicidèrent dans les derniers jours. 60 autres furent capturés par les Alliés et les restants disparurent ou restèrent cachés pendant des mois. Certains, comme Walter Wenck, cédèrent leurs troupes aux Américains et organisèrent l'évacuation de dizaines de milliers de civils. D'autres, comme Schörner, furent arrêtés plus tard après avoir tenté de se cacher. La rupture de la hiérarchie militaire coïncida avec l'effritement de l'idéologie qui l'avait soutenue. La structure du serment personnel de loyauté à Hitler, établie en 1934, devint caduque après sa mort et avec elle se dissout le principe juridique d'obéissance absolue. Cependant, lors des premiers interrogatoires, de nombreux officiers continuèrent à invoquer les ordres supérieurs et l'idée d'une guerre purement professionnelle, un argument qui deviendrait un point central des procès ultérieurs. Le jugement, capture et procès du haut commandement.
Après la capitulation sans condition signée à Reims et ratifiée à Berlin, le système de commandement allemand fut officiellement dissous. Cependant, les Alliés considérèrent essentiel d'établir les responsabilités individuelles au sein de l'ancien appareil militaire. Dans les jours suivant immédiatement l'effondrement, les puissances occupantes initièrent des opérations coordonnées pour localiser et arrêter les hauts fonctionnaires du Troisième Reich. Le processus commença de manière inégale. Les Soviétiques avancèrent avec des détentions massives à l'Est, tandis que les Britanniques et les Américains appliquèrent des protocoles plus structurés d'interrogatoire et de classification. Le 23 mai 1945, les forces britanniques investirent le quartier général de Murvik à Flensburg, où se trouvait le gouvernement provisoire dirigé par l'amiral Karl Dönitz. Ce jour-là, Dönitz, le maréchal Wilhelm Keitel, le général Alfred Jodl, le ministre Schwerin von Krosigk et les principaux membres du cabinet furent arrêtés. L'opération fut dirigée par le maréchal Bernard Montgomery, qui notifia la cessation formelle du gouvernement allemand. Les détenus furent transférés à la prison de Mondorf-les-Bains au Luxembourg, désignée comme camp Ashkan, où l'élite politique et militaire du Reich fut concentrée. Le camp Ashkan, installé dans l'hôtel Palace de Mondorf, était administré par le Counterintelligence Corps américain. Y furent confinés, outre Dönitz, Keitel et Jodl, des figures telles qu'Alfred Rosenberg, Hans Frank, Hjalmar Schacht, Ernst Kaltenbrunner et quelques 70 autres hauts gradés. L'objectif était de les soumettre à des interrogatoires préliminaires et de déterminer leur degré de responsabilité dans la planification et l'exécution de la guerre. Les archives du CC montrent que les premiers interrogatoires commencèrent le 24 mai et se poursuivirent pendant 3 semaines. En parallèle, les puissances alliées commencèrent à organiser le futur tribunal militaire international. Le 2 août 1945, lors de la conférence de Potsdam, la création d'un tribunal conjoint fut convenue pour juger les principaux responsables nazis pour crimes de guerre, crimes contre la paix et crimes contre l'humanité. Le document fondateur, connu sous le nom d'Accord de Londres, fut signé le 8 août par les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France et de l'Union soviétique. Il établissait la compétence du tribunal sur 24 individus et 6 organisations, dont le haut commandement de la Wehrmacht. En septembre 1945, les prisonniers de Mondorf furent transférés à la prison de Nuremberg, située dans le bâtiment adjacent au palais de justice de la ville. Ils y furent confinés sous haute sécurité dans des cellules individuelles. Le complexe était administré par l'armée américaine sous la supervision du colonel Burton Andrews. Le tribunal fut formellement constitué le 18 octobre 1945 et la première audience publique eut lieu le 20 novembre. Le procès de Nuremberg représenta le premier processus judiciaire international de l'histoire moderne. Le tribunal était composé de 4 juges titulaires et de 4 suppléants, un de chaque puissance alliée. Les principaux procureurs étaient Robert H. Jackson, États-Unis, Sir Hartley Shawcross, Royaume-Uni, François de Menthon, France, et Roman Rudenko, URSS. Parmi les accusés se trouvaient les 2 plus hauts représentants du commandement militaire suprême, Wilhelm Keitel, chef de l'OKW, et Alfred Jodl, chef des opérations de l'état-major. L'accusation contre Keitel et Jodl se fondait sur une vaste compilation d'ordres, directives et communiqués qui démontraient leur participation directe à la planification des invasions, déportations et exécutions. Parmi les preuves les plus pertinentes figurait l'ordre des commissaires de 1941 qui instruisait les soldats d'exécuter sommairement les commissaires politiques soviétiques, l'ordre Nuit et Brouillard de 1941 qui établissait la disparition systématique de prisonniers politiques et les directives de représailles dans les territoires occupés. Les audiences du procès furent publiques et enregistrées cinématographiquement. Keitel comparut pour la première fois le 22 novembre 1945. Sa défense allégua qu'il avait agi par obéissance au Führer sans autonomie décisionnelle. Durant les interrogatoires, il reconnut avoir signé tous les ordres qui lui étaient représentés, bien qu'il ait affirmé que sa fonction était simplement administrative.
Jodl, pour sa part, comparait le 3 décembre et adopta une ligne de défense similaire, insistant sur sa condition d'officier technique et sur la nécessité militaire de certaines opérations. Tout au long de 1946, le tribunal présenta des milliers de documents classifiés et des témoignages de différents fronts. Parmi eux figuraient des officiers allemands emprisonnés, des diplomates et des victimes de l'occupation. L'accusation américaine présenta le soi-disant journal de guerre de l'OKW, une compilation quotidienne des ordres opérationnels montrant la coordination entre le commandement militaire et la SS dans les opérations à l'Est. Ce document, ainsi que les communications entre Keitel et Himmler, fut décisif pour démontrer l'interdépendance entre la Wehrmacht et l'appareil politique. Les 30 septembre et 1er octobre 1946, les sentences furent lues. Wilhelm Keitel fut reconnu coupable sur les 4 chefs d'accusation et condamné à mort. Alfred Jodl fut reconnu coupable sur 3 chefs d'accusation et également condamné à la pendaison. Tous deux furent exécutés le 16 octobre 1946 dans la prison de Nuremberg. Leurs corps furent incinérés et les cendres dispersées dans la rivière Isar près de Munich pour empêcher la création de lieux de culte. Le procès de Nuremberg ne marqua que la première phase du processus judiciaire contre les commandants militaires allemands. Par la suite, furent établis les procès dits de Nuremberg, menés par des tribunaux militaires américains entre 1947 et 1949. Le plus pertinent de ces procès pour la structure de commandement fut le procès du Haut Commandement, officiellement connu sous le nom de États-Unis d'Amérique contre Wilhelm von Leeb et Alii, initié le 30 décembre 1947. Dans ce procès, 14 généraux et maréchaux furent accusés, dont Wilhelm von Leeb, Hugo Sperle, Georg von Küchler, Hans Reinhardt et Hermann Ott. Les charges se concentraient sur la planification et l'exécution de campagnes d'agression, la responsabilité des crimes commis par les troupes subordonnées et l'application d'ordres illégaux sur le front de l'Est. Le tribunal était présidé par le juge américain John C. Young. Les audiences durèrent plus d'1 an. L'accusation présenta comme preuve principale les directives de l'OKW démontrant la subordination de la Wehrmacht aux politiques d'extermination à l'Est, parmi elles l'ordre Barbarossa de 1941 qui autorisait l'exécution immédiate de civils soupçonnés de résistance et les ordres de représailles en Yougoslavie et en Grèce. La défense, en revanche, argumenta que les ordres avaient été imposés d'en haut et que la plupart des accusés n'avaient pas la capacité de les annuler. Le 28 octobre 1948, les sentences furent rendues. 2 généraux, Wilhelm von Leeb et Georg von Küchler, furent condamnés à la prison à vie. Sperle fut acquitté. 7 autres reçurent des peines entre 3 et 20 ans. En pratique, aucune des sentences ne fut entièrement purgée. La plupart des condamnés furent libérés au début des années 1950 à la suite de révisions judiciaires et de pressions politiques dans le contexte de la guerre froide. Pendant que les tribunaux alliés délibéraient, les soviétiques menaient leurs propres procès à l'Est. À Moscou et à Minsk, des procès publics furent tenus contre des commandants capturés lors de l'offensive finale. Parmi eux, le général d'artillerie Helmut Weidling, dernier commandant de Berlin, capturé le 2 mai 1945. Weidling fut interrogé et condamné par un tribunal militaire soviétique. Il mourut en prison en 1955. Un autre cas notable fut celui du maréchal Friedrich Paulus, capturé à Stalingrad en 1943, qui témoigna à Nuremberg contre ses anciens camarades. Les processus judiciaires alliés établirent des précédents formels, mais ne couvrirent pas tous les commandants du Reich. Des quelques 3000 généraux ayant servi dans la Wehrmacht pendant la guerre, seuls 250 furent jugés. Et parmi ceux-ci, moins de 100 reçurent des peines. Des milliers d'officiers supérieurs furent libérés après les interrogatoires initiaux ou reclassés comme non coupables dans le cadre du processus de dénazification. La dénazification était une procédure administrative promue par les autorités d'occupation américaines et britanniques entre 1946 et 1949. Son objectif était d'évaluer le degré d'implication de chaque individu avec le régime nazi. Les officiers étaient reclassés en 5 catégories: grands criminels, criminels mineurs, suiveurs et disculpés. En pratique,
La plupart des commandants militaires furent placés dans les deux dernières catégories, ce qui leur permit de se réintégrer plus tard dans la société civile. Durant les années suivantes, les enquêtes sur le rôle du haut commandement se poursuivirent dans les archives alliées. La section d'histoire opérationnelle de l'armée américaine compila des mémoires et des analyses tactiques d'anciens généraux allemands. Entre 1946 et 1952, plus de 700 ex-officiers participèrent à la rédaction d'études militaires pour les forces occidentales. Ces documents, connus plus tard sous le nom de Foreign Military Studies, furent reproduits dans des centres comme Camp King et Karlsruhe. Le caractère judiciaire de l'après-guerre fut accompagné d'un intérêt croissant pour l'information militaire allemande. Les services de renseignement occidentaux appréciaient l'expérience tactique de la Wehrmacht contre l'armée rouge. Ainsi, certains anciens officiers qui avaient été prisonniers ou témoins à Nuremberg devinrent plus tard des consultants ou collaborateurs des forces d'occupation. Ce phénomène marqua le début de la réutilisation des cadres militaires allemands dans la structure de défense de la nouvelle Allemagne de l'Ouest, un thème qui allait dominer la décennie suivante. Ombres et évasions, les généraux cachés. Avec la fin militaire du Troisième Reich en mai 1945, commença une période de désintégration structurelle qui permit la disparition de centaines d'officiers supérieurs. Des filières d'évasion improvisées pendant les dernières semaines de la guerre se transformèrent en réseaux de fuite permanents. L'ampleur de l'effondrement, la confusion dans les registres de prisonniers et la coexistence de 4 zones d'occupation distinctes créèrent un environnement dans lequel des milliers de membres de la Wehrmacht et de la SS purent disparaître sans laisser de traces vérifiables. Parmi eux se trouvaient de nombreux généraux, certains étant officiellement considérés comme disparus pendant des années. Les premières évasions eurent lieu avant même la capitulation formelle. Alors que les troupes soviétiques avançaient en territoire allemand, des officiers éminents du front de l'Est commencèrent à se déplacer vers le sud, cherchant à se rendre aux armées occidentales. Le maréchal Ferdinand Schörner, commandant du groupe d'armées centre, abandonna son poste en Tchécoslovaquie le 8 mai 1945 et s'enfuit dans un avion léger vers l'Autriche. Son intention était d'atteindre la Bavière et de se rendre aux forces américaines. Capturé quelques jours plus tard près de Kufstein, il fut interné par les Américains puis remis aux autorités soviétiques qui le jugèrent à Moscou en 1950. Le cas de Schörner fut une exception. La plupart des officiers occupant des postes de commandement intermédiaires ou supérieurs se dispersèrent en petits groupes vers les Alpes bavaroises, l'Autriche et le nord de l'Italie. Les rapports du Counterintelligence Corps font état de plus de 300 évasions de personnel identifiés comme potentiellement dangereux pendant les mois de mai et juin 1945. Parmi les fugitifs se trouvaient des commandants de division Waffen-SS, des généraux de corps d'armée et des administrateurs du système logistique du Reich. La désorganisation administrative des Alliés dans les premiers mois de l'occupation facilita le phénomène. Chaque puissance avait son propre système de classification. Dans la zone américaine, les prisonniers étaient enregistrés avec des formulaires individuels et assignés à des camps numérotés, mais le chaos de l'après-guerre engendra des doublons et des erreurs. Certains officiers furent enregistrés sous de faux noms ou échangés avec des homonymes. Dans la zone soviétique, l'identification se faisait par interrogatoire et l'absence d'uniformes ou de documents rendait la vérification difficile. Cela permit à beaucoup de s'échapper en utilisant de fausses identités ou en adoptant des noms allemands courants. L'un des cas les plus notables fut celui du général Hans Kammler, ingénieur et officier SS, responsable de projets d'armes avancées, y compris les installations souterraines de Dora Mittelbau et le programme de missiles F-2. Kammler disparut en mai 1945. La version officielle maintenait qu'il s'était suicidé à Prague le 9 mai. Bien qu'aucun reste ni témoin vérifiable n'ait été trouvé. Des enquêtes ultérieures de l'Office of Strategic Services et du renseignement britannique suggèrent que Kammler aurait pu être capturé par les forces américaines et secrètement transféré en Autriche ou en Italie, où il aurait coopéré à des programmes d'armement. Son sort final reste non confirmé, faisant de lui l'un des disparus les plus discutés du Reich. Les soi-disant Ratlin, filières d'évasion, étaient des réseaux de fuite établis initialement pour les anciens membres de la SS, mais également utilisés par des officiers de la Wehrmacht.
Leur fonctionnement reposait sur des contacts locaux, des documents falsifiés et un soutien logistique fourni par des institutions ecclésiastiques et des organisations humanitaires en Italie et en Autriche. Le prêtre autrichien Alois Udal, recteur du collège teutonique de Santa Maria dell'Anima à Rome, fut l'une des figures clés. Udal fournissait des lettres de recommandation et des certificats d'identité délivrés par l'Église catholique aux fugitifs cherchant refuge ou à émigrer vers l'Amérique du Sud. Parmi les noms identifiés dans les registres des organisations internationales de réfugiés figurent des officiers de la Luftwaffe et de la Heer qui se présentaient comme des civils déplacés. Les principales routes traversaient les Alpes vers Bolzano, Trente et Rome, où les fugitifs recevaient des documents de voyage de la Croix-Rouge internationale. Depuis les ports de Gênes et Trieste, des navires partaient pour l'Espagne, la Syrie, l'Égypte et l'Amérique latine. L'un des épisodes les plus documentés fut la fuite du général Walter Rauff, inventeur des unités mobiles de gazage, qui partit d'Italie pour la Syrie en 1948 en utilisant des documents de la Croix-Rouge. À Damas, il travailla comme conseiller technique avant d'émigrer au Chili en 1958. Des cas similaires furent enregistrés parmi des officiers de rang inférieur, dont beaucoup adoptèrent de nouvelles identités sous des noms germanisés. Bien que la plupart des Ratlin aient été associés à la SS, les archives du CIC confirment la participation de plusieurs ex-officiers de la Wehrmacht à ces mêmes réseaux. La disparition des commandants militaires ne fut pas seulement le résultat d'évasions délibérées. Le chaos administratif causa de véritables pertes d'informations. Dans les camps de prisonniers, des milliers de dossiers furent égarés ou détruits. La Commission des prisonniers de guerre de l'armée américaine, dans un rapport de 1946, admit qu'environ 10% des détenus allemands ne pouvaient être identifiés avec certitude. Ce chiffre représentait près de 350 000 individus. Parmi eux se trouvaient plusieurs généraux de division enregistrés comme disparus jusqu'en 1948. Dans la zone soviétique, les disparitions furent encore plus nombreuses. Les officiers capturés étaient transférés vers des camps en Russie, Biélorussie ou Ukraine, où beaucoup moururent sans enregistrement officiel. Le général Friedrich Wilhelm von Chapuis fut porté disparu en 1945 et ce n'est qu'en 1953 que sa mort fut confirmée dans un camp de prisonniers soviétiques. De même, le général Otto Lach, défenseur de Königsberg, condamné à mort par contumace par Hitler en avril 1945, fut capturé par les soviétiques et déclaré disparu jusqu'à son rapatriement en 1955. Dans le contexte de la guerre froide, certaines disparitions acquirent une signification politique. Les services de renseignement américains et britanniques, intéressés par l'expérience militaire allemande contre l'armée rouge, commencèrent à recruter d'anciens officiers. Reinhard Gehlen, général du renseignement sur le front de l'Est, fut capturé en mai 1945. Après un bref internement, il offrit son réseau d'information à l'armée américaine. En 1946, il fut transféré à Fort Hunt, en Virginie, où il fonda l'organisation qui deviendrait plus tard le Bundesnachrichtendienst, le service secret ouest-allemand. La soi-disant organisation Gehlen devint un point d'absorption pour de nombreux ex-officiers de la Wehrmacht et de la SS. Le recrutement sélectif d'anciens commandants contribua indirectement à la disparition documentaire de plusieurs individus. Certains noms furent retirés des listes de prisonniers ou classés comme inconnus. Les dossiers des services de renseignement américains déclassifiés dans les années 1990 montrent qu'au moins 50 officiers allemands furent recrutés entre 1946 et 1949 pour des tâches d'espionnage et d'analyse en Europe de l'Est. Dans plusieurs cas, ces hommes avaient été considérés comme disparus pendant la période immédiate de l'après-guerre. Pendant ce temps, les autorités soviétiques maintenaient leur propre politique d'exploitation des prisonniers. En 1946, le NK5D créa des bureaux spéciaux pour le travail opérationnel avec les officiers allemands capturés. Certains, comme le général Arno von Lenski, furent libérés plus tôt après avoir accepté de collaborer avec le nouvel État est-allemand. D'autres restèrent en détention secrète jusqu'à leur mort. Les archives soviétiques, partiellement ouvertes après 1991,
révélèrent qu'au moins 1000 officiers supérieurs allemands furent transférés sans enregistrement public vers des camps spéciaux du Goulag. La disparition de ces commandants donna lieu à une catégorie administrative pour les disparus. En 1947, la Deutsche Dienststelle, responsable de l'enregistrement des pertes de l'armée allemande, comptait plus de 2,88 millions de disparus, incluant soldats et officiers. Parmi eux se trouvaient plus de 400 généraux. Au fil du temps, certains réapparurent dans les années 1950 après avoir été rapatriés de l'Union soviétique, tandis que d'autres furent officiellement déclarés morts sans preuve directe. Les deux guerres secrètes, réutilisation et réintégration. Après la conclusion des principaux procès de Nuremberg et le début de l'occupation alliée, le paysage géopolitique européen changea rapidement. La rivalité croissante entre les États-Unis et l'Union soviétique transforma la perception des anciens officiers allemands. Ce qui, en 1945, était un groupe de prisonniers de guerre et de suspects criminels, en 1947 commença à être considéré comme une source précieuse d'informations militaires contre le bloc de l'Est. Dans ce contexte, la réutilisation des cadres militaires du Reich devint une politique pratique pour les puissances occidentales. La première phase de cette réutilisation se développa dans le cadre de programmes de renseignement. En mai 1945, le général Reinhard Gehlen, chef du renseignement sur le front de l'Est, se rendit volontairement aux forces américaines en Bavière. Gehlen offrit aux Américains les archives de renseignement qu'il avait préservées sur l'armée rouge et la structure politique soviétique. Les documents, microfilmés et cachés dans les Alpes, comprenaient des données sur les déploiements, les communications et les opérations. L'Office of Strategic Services évalua le matériel et autorisa le transfert de Gehlen aux États-Unis en 1946. À Fort Hunt, en Virginie, Gehlen signa un accord de coopération avec l'armée américaine. Il s'engagea à réorganiser son réseau d'informateurs, composé d'anciens officiers du renseignement et de liaisons en Europe de l'Est. En juillet 1946, il retourna en Allemagne sous protection américaine pour établir la soi-disant organisation Gehlen. Officiellement, sa fonction était de collecter des informations sur l'Union soviétique et les pays satellites. En pratique, elle devint un noyau de recrutement pour les ex-officiers de la Wehrmacht et de la SS. Entre 1946 et 1955, plus de 4000 anciens membres des forces armées allemandes collaborèrent avec l'organisation, financée par la CIA et supervisée depuis Munich. L'organisation Gehlen opérait depuis des installations à Pullach, en Bavière. Sa structure imitait la hiérarchie militaire traditionnelle, avec des départements spécialisés dans le renseignement politique, économique et militaire, et un système rigide de discipline interne. La présence d'anciens officiers de la Wehrmacht était évidente. Parmi eux figuraient des personnalités comme Hermann Baun, ancien chef du renseignement du groupe d'armée sud, et Hans-Heinrich Worgitzky, ancien officier de l'Abwehr. L'organisation maintint un contact constant avec l'armée américaine en Europe et fournissait des rapports réguliers sur les mouvements du pacte de Varsovie. Simultanément, les Britanniques développèrent des programmes similaires. En 1946, la commission de contrôle britannique autorisa l'utilisation d'anciens officiers allemands comme conseillers sur les questions de défense et d'administration militaire. Le général Hasso von Manteuffel, vétéran des campagnes d'Afrique de l'Est et de l'Ouest, fut libéré en 1947 et commença à collaborer à des études tactiques pour l'armée britannique. Son expérience des opérations mécanisées fut utilisée dans la planification des doctrines de défense européennes. L'intérêt occidental pour l'expertise technique et stratégique allemande s'étendit également au domaine scientifique et technologique dans le cadre de l'opération Paperclip. Les États-Unis transférèrent plus de 1600 scientifiques et ingénieurs allemands, dont beaucoup étaient liés à des projets militaires. Bien que ce programme se soit concentré sur le personnel civil, il inclut des officiers techniques de la Air et de la Luftwaffe, dont les capacités se révélèrent utiles dans les programmes de missiles et d'aviation. Pendant ce temps, dans l'Allemagne occupée, le processus de dénazification entra dans une phase de révision. Entre 1947 et 1948, l'administration américaine commença à assouplir les critères de réintégration des fonctionnaires et du personnel militaire.
La promulgation de la loi 131 en 1951 par la République fédérale d'Allemagne permit le retour de milliers d'anciens fonctionnaires, y compris des officiers des forces armées. Ce processus, connu sous le nom de Wiedereinstellungsgesetz, établit la base légale pour la future création d'une nouvelle armée allemande. En 1949, avec la fondation de la RFA et de la RDA, la division politique de l'Allemagne reconfigura le destin des anciens commandants. À l'ouest, les alliés occidentaux promurent la création d'une force de défense nationale face à la puissance croissante de l'armée rouge. À l'est, les autorités soviétiques formèrent la Kasernierte Volkspolizei, police populaire en caserne, qui se transformerait plus tard en armée nationale populaire. Dans les deux cas, les anciens officiers de la Wehrmacht furent utilisés pour leur expérience. En RFA, le tournant eut lieu avec le mémorandum de Immerode. En octobre 1950, le chancelier Konrad Adenauer réunit un groupe d'anciens généraux pour discuter de la possibilité de réarmer l'Allemagne. La réunion se tint au monastère de Immerode, près de Koblenz, et inclut des figures telles qu'Adolf Heusinger, Hans Speidel, Hermann Förtsch et Hasso von Manteuffel. Le document qui en résulta, connu sous le nom de rapport de Immerode, établissait les conditions de la création d'une nouvelle force armée basée sur des principes démocratiques, mais dotée de cadres expérimentés issus de l'ancienne armée. Le rapport de Immerode incluait également des demandes politiques. La libération des prisonniers de guerre encore détenus et la réhabilitation de l'honneur du soldat allemand. Ce document influença directement la décision alliée de réviser les sentences de guerre. À partir de 1951, des amnisties partielles commencèrent à être appliquées et de nombreux officiers furent libérés de prison, parmi lesquels le maréchal Kesselring, le général Manstein et le général von Lieb. Ces libérations coïncidèrent avec la réorganisation de la défense occidentale au sein de l'OTAN. En 1955, l'Allemagne de l'Ouest fut officiellement admise à l'OTAN et établit la Bundeswehr. Adolf Heusinger, ancien chef des opérations de l'OKH, fut désigné premier inspecteur général des nouvelles forces armées. Hans Speidel devint commandant en chef des forces terrestres de l'OTAN en Europe centrale. La structure de la Bundeswehr incorpora des procédures et des tactiques dérivées de la Wehrmacht, adaptées aux principes constitutionnels de la nouvelle République. La réintégration ne se limita pas au haut commandement. Des milliers d'officiers moyens et subalternes furent absorbés par l'administration militaire et civile. Des programmes de sélection comme l'Amt Blank, bureau précurseur du ministère de la Défense, établirent des critères d'admission basés sur l'expérience technique et l'ancienneté. Sur les 15 000 premiers officiers de la Bundeswehr, environ 40% avaient servi dans la Wehrmacht. En parallèle, l'Union soviétique développa une stratégie similaire en RDA. À partir de 1948, les soviétiques promurent la formation d'une armée populaire sous contrôle politique du Parti socialiste unifié. Pour garantir son efficacité, ils incorporèrent d'anciens officiers de la Wehrmacht qui se déclaraient prêts à servir le nouvel État socialiste. Parmi eux se trouvaient Heinz Hoffmann et Vinzenz Müller, tous deux anciens officiers de l'armée allemande qui occupèrent de hautes fonctions dans l'armée nationale populaire. L'intégration se fit sous la supervision du NKVD et de l'appareil politique communiste, avec des cours d'endoctrinement idéologique à Moscou et Dresde. D'anciens généraux participèrent également à la production de savoirs militaires. Dans les années 1950, la division historique de l'armée américaine commanda des études tactiques à d'anciens officiers allemands sur les campagnes du front de l'Est. Ces documents, appelés Foreign Military Studies, furent rédigés entre 1946 et 1955. Des auteurs comme Erich von Manstein, Heinz Guderian, Walter Warlimont et d'autres produisirent des rapports sur la stratégie et la logistique. Ces textes furent utilisés pour la formation militaire occidentale pendant la guerre froide. L'utilisation d'anciens commandants allemands ne se fit pas sans controverses internes, mais d'un point de vue documentaire, ce fut un processus systématique et planifié. Les agences de renseignement occidentales considéraient l'information technique et l'expérience tactique allemande comme essentielles pour équilibrer la supériorité numérique soviétique.
La CIA et le Counter-Intelligence Corps maintinrent des contacts actifs avec des ex-officiers jusqu'à la fin des années 1950. La réintégration eut également une dimension administrative. Les archives du ministère fédéral des Finances montrent qu'entre 1955 et 1960, plus de 2000 demandes de reconnaissance de grade et de pension de service d'officier de l'ancienne armée furent traitées. La plupart furent acceptées. En pratique, la Nouvelle République reconstruisit son corps d'officiers sur la base de l'expérience de la Wehrmacht, bien que sous supervision parlementaire. Entre 1946 et 1956, des milliers d'anciens généraux, colonels et techniciens allemands passèrent du statut de prisonniers ou de fugitifs à celui de collaborateurs et de fonctionnaires. En moins d'une décennie, l'ancien ennemi était devenu un allié au sein de la structure militaire occidentale. Simultanément, dans le bloc de l'Est, l'intégration des cadres de l'armée allemande contribua à consolider un système militaire professionnel sous contrôle politique. Exil et oubli, les généraux qui ont disparu à l'étranger. La défaite de l'Allemagne en 1945 ne signifia pas seulement la dissolution de l'appareil d'État et militaire du Reich, mais aussi le début d'une diaspora de milliers d'anciens membres des forces armées. Parmi les civils et les officiers qui fuirent le territoire européen se trouvait un nombre significatif de généraux et de hauts commandants cherchant refuge hors d'Allemagne, profitant des réseaux d'évasion, des lacunes administratives de l'après-guerre et de la collaboration d'institutions neutres ou étrangères. Ces migrations produisirent une dispersion géographique s'étendant de la Méditerranée à l'Amérique latine et au Moyen-Orient. Les premières routes de sortie furent les mêmes qui avaient servi aux fugitifs SS d'Autriche et du nord de l'Italie. Les ex-officiers pouvaient accéder à Rome, Bolzano ou Gênes, ou opérer des intermédiaires liés à la Croix-Rouge internationale et à des organisations d'assistance humanitaire. Les Ratlines, initialement créées pour aider les prisonniers et les personnes déplacées, furent utilisées pour obtenir des documents sous de fausses identités. Entre 1946 et 1948, des dizaines d'anciens militaires obtinrent des passeports délivrés par le Vatican ou des certificats de la Croix-Rouge qui leur permettaient de voyager vers l'Amérique du Sud, l'Espagne ou l'Afrique du Nord. L'immigration de ces commandants était motivée par divers facteurs. Certains cherchaient à échapper aux poursuites judiciaires ou à la stigmatisation sociale en Allemagne. D'autres craignaient l'extradition vers les pays occupés. Un nombre considérable avait l'intention de refaire leur vie professionnelle comme conseillers ou techniciens dans des pays intéressés par l'expérience militaire allemande. La première vague d'exilés se dirigea vers l'Espagne et le Portugal, où les gouvernements de Francisco Franco et d'Antonio de Oliveira Salazar offraient un environnement favorable aux réfugiés anticommunistes. L'Espagne devint un point de transit clé. À partir de 1946, les services de renseignement franquistes permirent l'entrée discrète d'officiers allemands avec des documents falsifiés ou de nouvelles identités. À Madrid et Barcelone, de petits cercles d'anciens officiers s'établirent, maintenant le contact avec les réseaux en Allemagne et en Amérique latine. Les rapports du Foreign Office britannique mentionnaient la présence en Espagne d'au moins 120 anciens membres de la Wehrmacht et de la SS entre 1946 et 1950. Certains travaillaient dans des industries locales ou comme instructeurs dans la Légion espagnole. Depuis l'Espagne, beaucoup continuèrent vers l'Amérique du Sud. L'Argentine, sous le gouvernement de Juan Domingo Perón, mit en œuvre une large politique d'immigration dirigée vers les Européens, déplacés entre 1946 et 1950. Plus de 30 000 Allemands, Autrichiens et Croates arrivèrent dans ces ports. Les archives du ministère argentin des Affaires étrangères montrent des demandes de résidence traitées avec des certificats délivrés par la Croix-Rouge à Rome. Bien que la plupart fussent des civils, parmi eux se trouvaient des ex-officiers de la Heer et de la Luftwaffe. Le cas le plus connu est celui du général Ludolf von Alvensleben, commandant SS sur le front de l'Est, qui arriva en Argentine en 1948 sous le nom de Carlos Luckner. Il s'établit à Santa Rosa, province de la Pampa, et travailla dans l'administration agricole. Bien qu'il fût un membre de la SS, sa route fut partagée par plusieurs officiers de l'armée régulière.
Les documents argentins de l'époque enregistrent des entrées de citoyens allemands avec des professions déclarées d'ingénieurs ou de techniciens. Au Chili et au Paraguay, des cas similaires furent enregistrés. Le Paraguay, gouverné par Higinio Morinigo, puis Alfredo Stroessner, accorda l'asile à plusieurs Allemands. Parmi eux se trouvait le général Hans-Ulrich Rudel, pilote de la Luftwaffe, qui s'établit à Buenos Aires avant de se rendre au Paraguay. Rudel, bien que n'étant pas un fugitif judiciaire, agit comme intermédiaire pour d'autres exilés. Au Chili, les colonies allemandes du Sud facilitèrent l'intégration des immigrants venus d'Europe. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, la présence d'anciens officiers allemands répondait à des intérêts militaires locaux. L'Égypte, sous le roi Farouk, puis pendant la présidence de Gamal Abdel Nasser, engagea d'anciens militaires allemands comme conseillers pour la modernisation de ses forces armées. Entre 1949 et 1953, d'anciens membres de la Wehrmacht participèrent à la réorganisation de l'armée égyptienne et à la formation d'unités blindées. Les archives britanniques et américaines identifient Wilhelm Voss, ancien directeur du conglomérat industriel Hermann Göring-Werke, comme intermédiaire pour ces contrats. En Syrie, d'anciens techniciens de la Luftwaffe travaillèrent à la formation de pilotes. Le colonel Hans-Ulrich Rudel, figure éminente de l'aviation allemande, se rendit à Damas en 1949 comme consultant militaire. Bien que son séjour fût bref, il témoigne de l'intérêt régional pour la technologie et l'expérience allemande. En 1952, plusieurs de ses conseillers furent expulsés sous pression diplomatique occidentale, mais certains restèrent dans le pays et acquirent la nationalité locale. Un autre courant migratoire conduisit d'anciens officiers allemands vers des pays européens neutres. En Suisse, en Suède et en Finlande, des dizaines d'anciens militaires s'établirent en se prétendant apatrides déplacés. Les registres de résidence suisses mentionnent l'entrée d'Allemands sous identité civile entre 1945 et 1948. Dans certains cas, il s'agissait d'officiers qui avaient réussi à fuir les camps d'internement en Allemagne ou en Autriche. La Suisse offrait un environnement sûr, bien qu'elle interdise toute activité politique ou militaire aux réfugiés. La vie des exilés fut caractérisée par la discrétion et l'isolement. La plupart adoptèrent de nouvelles identités et évitèrent tout contact avec la communauté allemande organisée. Certains fondèrent de petites entreprises ou travaillèrent dans des secteurs industriels. Les autorités ouest-allemandes maintinrent un registre partiel des immigrants. Les archives fédérales conservent des dossiers de rapatriement et des correspondances diplomatiques sur les cas de généraux disparus qui s'étaient établis à l'étranger. Durant les années 1950, la situation internationale changea à nouveau. La fondation de la République fédérale d'Allemagne et son intégration dans le bloc occidental offrirent des opportunités de retour. Plusieurs exilés, en particulier ceux qui ne faisaient pas face à des accusations judiciaires, revinrent volontairement. Parmi eux se trouvaient d'anciens officiers techniques et des membres de l'état-major qui rejoignirent la Bundeswehr comme conseillers. Cependant, un nombre considérable resta à l'étranger jusqu'à sa mort. Localiser ces hommes fut un processus lent. La Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen, fondée en 1958 pour enquêter sur les crimes de guerre, rouvrit de nombreux cas. Entre 1959 et 1965, les procureurs allemands demandèrent des informations à l'Argentine, au Chili et à l'Espagne sur d'anciens officiers. Les réponses furent limitées. Dans de nombreux cas, les exilés étaient morts, avaient changé d'identité ou s'étaient complètement intégrés dans leur pays d'accueil. L'anonymat fut la caractéristique dominante. Les archives de l'immigration révélèrent que la plupart des exilés utilisèrent des noms modifiés mais pas complètement fictifs. Une stratégie leur permettant de conserver des documents authentiques tout en évitant une identification directe. Les services de renseignement occidentaux connurent partiellement ces réseaux, mais n'intervinrent pas systématiquement. La priorité politique de l'époque était l'endiguement du communisme, pas la poursuite des fugitifs du Reich. Au milieu des années 1960, la plupart des généraux exilés étaient décédés, naturalisés dans d'autres pays, ou revenus en Allemagne. La documentation à leur sujet resta dispersée entre les archives nationales, les registres ecclésiastiques et les bases de données d'immigration.
Les efforts historiographiques des décennies suivantes reconstruisirent partiellement ces trajectoires, démontrant que l'exil fut une réalité répandue mais peu systématisée. Les procès oubliés, une justice différée. Avec la clôture des principaux procès de Nuremberg en octobre 1946, l'attention publique internationale se déplaça vers la reconstruction européenne. Cependant, le système judiciaire allié resta actif durant les années suivantes à travers une série de procès secondaires et nationaux cherchant à étendre la responsabilité aux échelons inférieurs de l'appareil militaire. Entre 1947 et 1949, des tribunaux américains, britanniques, français et soviétiques menèrent des centaines de procès contre des officiers, médecins, administrateurs et commandants régionaux. Malgré leur ampleur, ces processus furent progressivement relégués de la mémoire publique et politique, donnant naissance à la notion de justice différée. Dans le secteur américain de l'Allemagne, les tribunaux militaires établis à Dachau jouèrent un rôle central. Créé à l'origine pour juger les crimes commis dans les camps de concentration, le complexe judiciaire de Dachau fut transformé entre 1946 et 1948 en un centre de traitement pour le personnel militaire et administratif. Plus de 1600 cas y furent instruits, avec 1400 condamnations et 420 peines de mort. Parmi les accusés se trouvaient des officiers de la Luftwaffe, des commandants de division SS et des administrateurs de prisonniers de guerre. La structure de Dachau fut répliquée dans d'autres zones. Dans le secteur britannique, les procès eurent lieu principalement à Hambourg, Lunebourg et Wuppertal. La Curio House de Hambourg devint le principal tribunal britannique entre 1946 et 1948. Y furent poursuivis des officiers impliqués dans des crimes en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas, ainsi que des commandants de sous-marins accusés d'avoir violé les lois maritimes. Les archives du Judge Advocate General's Office enregistrent 230 procès militaires britanniques en Allemagne, dont 60% aboutirent à des condamnations. Dans la zone française, les procès se concentrèrent à Rastatt, Biberach et Metz. Les autorités françaises appliquèrent le modèle du tribunal militaire mixte. Parmi les poursuivis se trouvaient des officiers de l'armée allemande impliqués dans des représailles en France et en Afrique du Nord. Entre 1946 et 1950, les tribunaux français tinrent plus de 1000 procès avec 600 condamnations. Les archives conservées au service historique de la défense documentent l'exécution de 52 officiers allemands en France durant cette période. Dans la zone soviétique, les procès adoptèrent un format différent. L'Union soviétique organisa des tribunaux militaires dans les territoires occupés de l'Est de l'Allemagne et à Moscou. Les procès les plus significatifs furent ceux de Dresde en 1947, de Magdebourg en 1948 et de Minsk en 1946. Les accusés étaient principalement des commandants de campagne et des officiers de garnison accusés de destruction, d'exécution ou de déportation pendant l'occupation allemande. Les procédures étaient publiques et enregistrées à des fins de propagande. Le tribunal de Minsk, tenu en janvier 1946, condamna 18 officiers à mort, dont les exécutions furent filmées. En parallèle, en Autriche, les procès de Graz et Vienne poursuivirent des officiers des unités de police et de la Wehrmacht impliqués dans la répression des partisans dans les Balkans. Le Volksgericht, tribunal populaire de Vienne, tint 13 procès majeurs entre 1946 et 1951. Sur 230 accusés, 133 furent condamnés, dont plusieurs ex-officiers de l'armée régulière. Les procès qui suivirent Nuremberg inclurent également les procès dits de Nuremberg, organisés par les États-Unis entre 1947 et 1949, en vertu de la loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié. Ces procès traitèrent de domaines spécifiques, médecins, juristes, industriels et commandants militaires. Le procès du haut commandement, cas numéro 12, initié le 30 décembre 1947, fut le plus directement lié à la Wehrmacht. 14 généraux y furent accusés de crimes commis sur le front de l'Est. Le procès se déroula au palais de justice de Nuremberg et se conclut le 28 octobre 1948 avec 10 condamnations et 4 acquittements. Parmi les condamnés se trouvaient Wilhelm von Leeb, Georg von Küchler et Hermann Hoth, qui reçurent des peines d'emprisonnement à vie ou de longue durée.
Le tribunal américain établit des principes fondamentaux sur la responsabilité du commandement, notant que les commandants étaient responsables des actions de leurs subordonnés lorsqu'ils savaient ou auraient dû savoir que des crimes étaient commis. Cependant, l'application pratique de ces sentences serait de courte durée. Fin 1949, le contexte politique changea radicalement. La création de la République fédérale d'Allemagne, la consolidation du bloc soviétique et le début de la guerre froide modifièrent les priorités occidentales. Les États-Unis et le Royaume-Uni commencèrent à réviser les sentences imposées aux officiers allemands. Entre 1949 et 1951, des commissions de clémence alliées, comme l'Advisory Board on Clemency, réexaminèrent 1200 cas. En conséquence, de nombreuses peines furent réduites ou annulées. Le cas le plus représentatif fut celui du maréchal Albert Kesselring, condamné à mort en 1947 pour des crimes en Italie. Sa peine fut commuée en prison à vie en 1948 et il fut finalement libéré en 1952. Le général Erich von Manstein, condamné en 1949 à 18 ans de prison pour des crimes sur le front de l'Est, fut libéré en 1953 pour raison de santé. Wilhelm von Leb, condamné à la prison à vie dans le procès du haut commandement, fut libéré en 1953 après 6 ans de détention. La pression publique en Allemagne de l'Ouest joua un rôle important dans ces révisions. Des associations d'anciens militaires comme le Verband Deutscher Soldaten et des secteurs politiques promurent des campagnes pour la libération des prisonniers. Le gouvernement de Konrad Adenauer présenta des demandes répétées aux puissances alliées pour des amnisties. En 1951, les accords de Petersberg incluant des clauses facilitant la libération des prisonniers et la réduction des peines. Simultanément, le système judiciaire allemand commença à assumer la compétence sur de nouveaux processus. En 1949, des tribunaux de dénazification locaux furent établis, chargés d'évaluer le degré de culpabilité politique de chaque individu. Bien qu'initialement conçus pour purger l'administration civile, ils finirent par poursuivre certains officiers de rang inférieur. Entre 1946 et 1951, les tribunaux de dénazification examinèrent plus de 3 millions de cas, classant les impliqués en 5 catégories. Seul un faible pourcentage correspondait à d'anciens militaires et moins de 1% reçurent des peines d'emprisonnement. En 1950, le contrôle judiciaire passa progressivement aux autorités allemandes. Le ministère de la Justice de la République fédérale créa des commissions spéciales pour réexaminer les affaires en suspens. Entre 1951 et 1955, plus de 200 procès pour crimes de guerre furent menés devant les tribunaux allemands. La plupart se conclurent par un acquittement ou des peines symboliques. L'argument dominant dans les verdicts était l'absence de preuves directes ou la prescription des délits. En Allemagne de l'Est, la situation fut différente. Les tribunaux du Ministerium für Staatssicherheit, ministère de la Sûreté de l'État, menèrent des procès à des fins politiques. Entre 1949 et 1953, 450 procès furent tenus contre d'anciens officiers de la Wehrmacht accusés de fascisme actif ou de crimes contre le peuple. Beaucoup furent condamnés à de longues peines de prison ou envoyés dans des camps de travail. Cependant, l'accès aux documents de ces procès fut limité jusqu'à l'ouverture partielle des archives dans les années 1990. Les procès d'après-guerre inclurent également des procédures internationales mineures. En Norvège, les tribunaux d'Oslo condamnèrent des officiers allemands responsables de l'occupation du pays, comme Nikolaus von Falkenhorst. En Yougoslavie, le tribunal de Belgrade tint des procès de masse entre 1946 et 1947, condamnant plusieurs généraux pour des représailles contre les partisans. La Grèce et la Pologne menèrent des processus similaires. Les archives conservées aux archives nationales de Varsovie et de Belgrade enregistrent l'exécution d'au moins 60 officiers allemands durant ces années. Avec le temps, l'attention portée à ces processus diminua. En Allemagne de l'Ouest, la priorité se déplaça vers la reconstruction économique et l'intégration européenne. Les procès en suspens ralentirent. Entre 1955 et 1960, les amnisties furent étendues par des décrets fédéraux.
Beaucoup de condamnés furent légalement réhabilités et recouvrèrent leurs droits civiques et leurs pensions militaires. L'année 1958 marqua un nouveau tournant avec la création de la Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen, office central des administrations de la justice des Länder, à Ludwigsburg. Sa fonction était de coordonner l'enquête sur les crimes nazis non encore jugés. L'office compila des archives dispersées et établit des procédures de coopération internationale. Cependant, ses premières enquêtes se concentrèrent sur les camps d'extermination et le personnel SS, non sur les officiers de la Wehrmacht. À la fin des années 1950, la plupart des généraux allemands poursuivis ou emprisonnés avaient été libérés. La réintégration sociale était un fait. Les archives de la Bundeswehr montrent que plusieurs d'entre eux participèrent à des conférences ou à des publications techniques sur la stratégie. Certains offrirent des conseils aux commandants de la Nouvelle République. La frontière entre culpabilité légale et réhabilitation professionnelle devint floue. Les chiffres globaux reflètent la portée limitée de la justice militaire d'après-guerre. Sur environ 3000 généraux de la Wehrmacht, moins de 400 furent poursuivis par les tribunaux alliés ou allemands. La plupart des sentences furent prononcées avant 1950 et plus de 80% furent révisées ou réduites dans la décennie suivante. Seule une minorité purgea des peines prolongées, l'héritage du silence, mémoire et amnésie. À partir des années 1960, la figure du général allemand de la Seconde Guerre mondiale disparut presque complètement du discours public. Alors que l'Allemagne de l'Ouest se consolidait comme une puissance économique et un membre stable du bloc occidental, le traitement du passé militaire fut écarté des priorités officielles. Le silence entourant les anciens commandants du Reich ne fut pas le résultat d'un plan délibéré, mais d'une convergence de facteurs politiques, sociaux et culturels qui découragèrent l'examen public de leur trajectoire. Dans les années qui suivirent immédiatement la création de la Bundeswehr, le gouvernement de Konrad Adenauer avait promu un récit du soldat professionnel séparé de l'appareil politique national-socialiste. Ce concept, dérivé du rapport de Himmerod de 1950, présentait l'idée que la Wehrmacht avait été une armée conventionnelle et non un instrument idéologique. Entre 1955 et 1965, cette interprétation fut officiellement adoptée dans les manuels militaires et les publications du ministère de la Défense. Les biographies d'ex-généraux intégrés à la Bundeswehr, comme Adolf Heusinger ou Hans Speidel, furent présentées comme des exemples de continuité technique et de discipline professionnelle. Dans le domaine académique, l'historiographie allemande d'après-guerre maintint pendant des années une distance prudente concernant la responsabilité militaire du Troisième Reich. La recherche se centra sur le régime politique et les crimes SS, tandis que la Wehrmacht fut traitée principalement d'un point de vue opérationnel. Les publications d'anciens officiers, comme les mémoires d'Erich von Manstein-Verlorene-Siege, 1955, ou de Heinz Guderian Erinnerungen eines Soldaten, 1951, consolidèrent une image de l'élite militaire comme victime de décisions politiques erronées plutôt que comme agent actif des crimes du régime. Ces œuvres, largement diffusées, devinrent des références durant les 2 décennies suivantes. Le silence institutionnel fut accompagné d'une politique de réintégration sociale complète. En 1961, le Parlement de la République fédérale approuva la Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten, loi sur le statut des soldats, qui garantissait les droits à pension et la reconnaissance à tous les ex-membres de la Wehrmacht qui n'avaient pas été judiciairement condamnés. Cette mesure consolida la normalisation du passé militaire et clôtura en pratique la phase judiciaire ouverte après 1945. Dans la sphère publique, les mentions du corps des généraux du Reich étaient rares. Les médias de l'époque privilégièrent le récit de la reconstruction et du miracle économique. La jeune génération née pendant ou après la guerre se distança des expériences militaires de ses parents. Dans les écoles, l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale se limita aux aspects politiques du nazisme, omettant largement le fonctionnement interne de l'armée. Le changement commença lentement à la fin des années 1960.
Les mouvements étudiants de 1968 et le renouveau générationnel dans les universités allemandes provoquèrent une révision critique du passé récent. Les jeunes historiens remirent en question le récit du soldat apolitique et exigèrent l'accès aux archives militaires et judiciaires. En 1969, l'historien Manfred Messerschmitt initia les premières études systématiques sur la Wehrmacht, publiées par le Militärgeschichtliches Forschungsamt, bureau de recherche en histoire militaire. Ces travaux documentèrent l'implication directe du haut commandement dans la planification et l'exécution des politiques répressives. À partir des années 1970, l'ouverture progressive des archives nationales et internationales permit d'élargir la documentation. En 1973, les archives fédérales allemandes, Bundesarchiv, section militaire, commencèrent le catalogage des fonds de la Wehrmacht, y compris les archives des procès de Nuremberg et les enquêtes alliées. Simultanément, des chercheurs des États-Unis et du Royaume-Uni publièrent des études basées sur les documents du programme Foreign Military Studies, offrant une vision plus complète du fonctionnement du commandement militaire allemand. Durant cette même période, l'attention des médias internationaux se concentra sur les derniers grands procès judiciaires. Le procès d'Auschwitz à Francfort, 1963 à 1965, relança le débat sur la responsabilité des institutions allemandes dans les crimes du régime. Bien que le procès n'impliqua pas d'officiers de la Wehrmacht, il généra un contexte favorable à la reconsidération du rôle des forces armées. Cependant, l'intérêt public pour les généraux resta limité. En Allemagne de l'Est, le récit officiel avait suivi une voie opposée. Le régime de la RDA présenta l'armée nazie comme un instrument de l'impérialisme capitaliste. La propagande d'État utilisa les procès soviétiques et les témoignages d'anciens officiers collaborationnistes, comme le général Arno von Lenski, pour démontrer la supposée conversion antifasciste de certains commandants. Les publications du ministère de la Défense de la RDA dans les années 1960 et 70 décrivaient des généraux du Reich comme des symboles du militarisme prussien vaincu par le socialisme. Cependant, l'accès aux documents concrets resta restreint. L'intérêt historiographique à l'Ouest s'intensifia dans les années 1980. En 1983, l'exposition Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht, 1940 et Unbi 1944, guerre d'anéantissement, Crimes de la Wehrmacht, 1941 à 1944, organisé par l'Institut de recherche sociale de Hambourg, présenta publiquement des photographies et des documents démontrant l'implication des unités régulières dans les massacres et les déportations. Bien que l'exposition se concentra sur les fronts de l'Est, son impact relança le débat sur la chaîne de commandement et la connaissance qu'avaient les généraux de ces opérations. Les archives ouvertes par les États-Unis à la fin des années 1970 contribuèrent à cette révision. En 1978, la National Archives and Records Administration déclassifia des milliers de pages d'interrogatoires menées par le Combined Services Detailed Interrogation Center et le Counterintelligence Corps. Ces documents contiennent des déclarations d'officiers du Reich détenus entre 1945 et 1948, beaucoup liées aux opérations militaires et à la relation entre la Wehrmacht et la SS. Entre 1980 et 1990, les études académiques allemandes commencèrent à intégrer systématiquement les informations sur les procès oubliés et les routes d'exil. Des auteurs comme Christian Streit, Wolfram Wette et Johannes Hürter analysèrent les interactions entre la hiérarchie militaire et les politiques génocidaires. Leurs recherches montrèrent que la frontière entre obéissance militaire et collaboration criminelle était plus perméable que ce qui avait été maintenu pendant les années de silence. Le processus de récupération documentaire fut graduel. En 1985, les archives fédérales publièrent le premier catalogue complet des généraux allemands de la Seconde Guerre mondiale, incluant 3370 noms et données de service. Ce travail marqua un tournant en offrant une base vérifiable pour les recherches ultérieures. En 1988, des volumes du Lexikon der Deutschen General furent publiés, documentant les trajectoires individuelles à partir des registres officiels. Durant les années 1980,
Les universités allemandes et autrichiennes commencèrent à inclure dans leurs programmes académiques des études sur l'histoire militaire du national-socialisme. Les débats publics impulsés par les expositions et les publications remirent en question la perception traditionnelle. Le terme Vergangenheitsbewältigung, affrontement avec le passé, acquit une pertinence en tant que concept politique et culturel. Même ainsi, l'attention portée au haut commandant du Reich resta un domaine spécialisé, davantage un objet d'archive qu'un sujet de discussion publique. La mémoire institutionnelle de l'armée allemande évolua en parallèle. En 1982, le ministère de la Défense de la République fédérale publia des directives sur la tradition et la formation dans la Bundeswehr, établissant des critères pour l'utilisation des références historiques. Le document recommandait d'éviter la glorification des figures de la Wehrmacht, tout en maintenant l'appréciation pour leur professionnalisme technique. Cet équilibre cherchait à séparer l'héritage opérationnel du fardeau politique. Pendant ce temps, en RDA, la représentation du passé militaire allemand resta subordonnée à l'idéologie d'État. Les publications du ministère de la Défense de la RDA continuèrent à présenter l'histoire de l'armée nazie comme une phase de la décadence bourgeoise. Après la chute du mur de Berlin en 1989, les archives militaires de l'Est furent ouvertes au public, révélant une documentation abondante sur les interrogatoires soviétiques et les détentions d'officiers entre 1945 et 1955. À la fin des années 1980, l'image publique des généraux du Troisième Reich était définie par la distance en Allemagne de l'Ouest. Leur présence se réduisait à des notices nécrologiques ou à des références marginales dans les ouvrages d'histoire militaire. La plupart étaient décédés entre 1960 et 1980, laissant derrière eux des archives personnelles qui seraient étudiées plus tard par les historiens. Les décennies de silence avaient transformé leur mémoire en un objet d'archive, un ensemble de noms, grades et dates, plutôt que des figures actives du débat national.